Un classement de la Fondation Mo Ibrahim pour l'année 2024 a révélé qu'aucun pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, ne se positionne parmi les 10 sur le continent quand on parle de qualité du système éducatif. C'est dire combien justement les États de cette partie de l'Afrique ont des difficultés à former leurs enfants et à en faire des produits finaux qui apportent l'essentiel à leur développement. On parle donc ce matin des systèmes éducatifs, notamment en Afrique et précisément en Afrique francophone et peut-être de l'Ouest aussi, pour voir si aujourd'hui le contenu de programme apporte quelque chose de substantiel à la formation et à la construction des citoyens de demain, dont a besoin justement ces pays-là. Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, on va parler donc des systèmes éducatifs ce matin. Ça vous surprend qu'aucun des pays de l'Afrique de l'Ouest ne soit parmi les 10, Ulrich, sur le continent? On a vu des pays maghrébins plus positionnés que nous. Quand vous dites aucun des pays africains, ce n'est pas exactement ça. C'est juste aucun des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Parce que le Ghana... On est bien plus nombreux que les pays parce que le Ghana, qui est aussi de l'Afrique de l'Ouest, mais pays anglophone, occupe d'ailleurs la deuxième place. Un système assez intéressant. La deuxième place. Donc, c'est vrai, effectivement, quand on regarde les top 10, on ne voit aucun pays africain francophone, je le précise, aucun pays francophone de l'Afrique de l'Ouest dans ce classement. Et cela pose beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Je suis surpris. Surpris parce que j'aurais quand même... j'aurais aimé voir peut-être un pays comme le Sénégal, qui a un système éducatif qui n'est pas mal, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a un système éducatif qui n'est pas mal non plus. Et... aujourd'hui, quand je vois juste le Ghana, qui est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest, et je me dis, effectivement, il faut voir les critères. Et je suis allé un peu plus loin pour voir un peu les critères de sélection mis en place par l'Institut Mo Ibrahim, justement. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas le volet économique, le développement économique qui caractérise forcément la performance ou l'efficience du système éducatif. Et quand ils sont revenus sur, quand j'ai vu les critères et les dispositifs mis en place pour pouvoir évaluer ces différents pays, je me suis rendu compte qu'ils ont mis d'abord en première ligne l'efficacité des curricula de formation. Le deuxième aspect, la formation des enseignants même, c'est-à-dire le niveau de qualité de formation des enseignants. Et le troisième aspect, c'est les infrastructures, le développement des infrastructures éducatives. Donc, quand vous regardez tous ces aspects, vous devez comprendre qu'effectivement, il y a encore du chemin à faire pour les pays francophones africains. Et parce que le Bénin, je prends le cas du Bénin, que je connais très bien et dans lequel nous sommes actuellement, on peut dire qu'il y a de plus en plus un certain engouement pour améliorer le régime éducatif que nous avons actuellement. Déjà, nous avons vu les cantines scolaires pour maintenir les enfants à l'école. Il y a aussi un dispositif qui est mis en place pour permettre aux enfants d'être scolarisés gratuitement ou à moindre frais, et un suivi aujourd'hui de plus en plus performant, surtout en ce qui concerne les diplômes délivrés par les différentes universités. Nous avons vu le système de licence et de master au plan national qui permet aux écoles privées, aux établissements d'enseignement supérieur privés, d'avoir beaucoup plus un regard du gouvernement, un regard de l'exécutif pour pouvoir donner des diplômes, des attestations ou des certifications de qualité. Je pense que quand on regarde le dispositif mis en place par l'Institut ou la Fondation Mo Ibrahim pour pouvoir délivrer, pour pouvoir faire le point des top 10, cela nous amène à nous poser des questions. Comment améliorer notre système éducatif? Et je pense que c'est la question que chacun de nous doit se poser. Il faut déjà identifier les maux dont souffrent justement les systèmes éducatifs
au niveau je suis des pays d'accord. Je suis francophones. d'accord. Là-dessus, Eric, déjà première intervention par rapport à ce résultat. C'est le contraire qui nous aurait étonné. Comment ça? C'est si le classement mettait, comment on dit, nos pays en pole position. Ah oui? On se demanderait, Vous nous êtes sommes si dans quel pessimiste monde? par rapport à notre Non, système j'ai éducatif? juste souvenance que toutes les fois que nous avons abordé le sujet relatif à notre système éducatif, nous avons toujours plaidé pour une réorganisation complète, n'est-ce pas, de notre système pour être en phase avec les réalités du monde d'aujourd'hui. Alors que hier, je partageais avec des amis une photo d'un collège chinois pour des enfants entre peut-être 11 ans, 17 ans. On parlait d'un festival de l'innovation et de la technologie où chaque enfant venait avec des robots qu'on a Ici, si vous parlez réalisés. de Je festival, demandais à mes amis au collège, vous faisiez quoi? Journée culturelle pas ici, et voilà. Donc, ça, on a c'est compris. même mieux. Quand on on a dit festival compris. chez nous, c'est la bière. a- On bloque tout le stade et puis La bière coule à flot. il y a une fumée, une grosse fumée qui surplombe justement le stade. Vous savez qu'on est en train de griller la viande et du piment et puis la bière accompagne. Avec la réponse des uns et des autres, on a compris effectivement qu'il fallait aller complètement vers une réorganisation de notre système éducatif. Histoire, géo, SVT, philosophie, ça ne fait plus l'affaire du monde d'aujourd'hui et surtout du demain. Il nous faut former des enfants pour répondre à des corps de métier. Parce qu'à la fin, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Il faut préparer l'enfant à dire oui, je suis prêt pour exercer tel métier, je suis prêt pour exercer tel métier. Encore qu'aujourd'hui, on parle de nouveaux métiers parce que avec l'évolution de la technologie, il y a des métiers qui naissent aujourd'hui, il faut former nos enfants là-dessus. On parle de compétences aussi. Donc je pense que nous, on n'est pas encore à ce niveau. Et c'est normal que dans ce genre de classement, on ne nous retrouve pas parce que nous partageons le même problème avec le Togo, le Niger, voilà, les pays qui nous entourent. C'est la même réalité. Nous avons un système qui est calqué sur des notions purement littéraires, des données purement théoriques, des données théoriques à longueur de journée où nos enfants y vont les matins et ils retournent avec des histoires de la guerre mondiale, des histoires de ce qui se passe ailleurs. Rien qui puisse leur permettre vraiment d'avoir des outils de fabrication, des outils d'invention, des outils de création, n'est-ce pas, et qui puissent les positionner comme de jeunes qui, dans l'avenir, pourront justement mener, comment on dit, ou chercher, décrocher un emploi, au même titre qu'un enfant, un Singapourien, un Chinois, un Japonais, ou je ne sais quoi, un Français, un Américain, puis tout ça. Et donc, là-dessus, il y a un grand défi à relever, de réinventer complètement notre système, n'est-ce pas, et de faire en sorte que dans le monde de demain, nous soyons présents et plutôt qu'être absents. Oui, mais il faut déjà que nous identifions clairement ce qui ne va pas avec ces systèmes éducatifs. Là, Eric souligne, je dois dire, le contenu. Oui. Est-ce que c'est seulement le contenu qui pose problème, Eloïs? Le contenu pose problème, la forme aussi pose problème, parce que déjà, je l'ai dit... Quand vous parlez de forme, vous parlez de quoi? La forme, déjà, nous devons parler des infrastructures éducatives. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la plupart de nos écoles, nous avons des salles délabrées. Jusqu'aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont même pas de toit. Et ça existe, nous savons. Il y a des images qui passent presque tous les jours dans les journaux, dans les différentes éditions que nous présentons aux téléspectateurs. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un travail qui se fait. Il ne faut pas le nier, il y a un travail qui se fait. Le gouvernement met certaines choses en place, mais il faut dire que ça n'est pas suffisant. Et tant que tout n'est pas encore fait, il faut toujours avoir le courage de dire qu'il reste beaucoup à faire. Donc, l'infrastructure éducative doit être mise en place, réformée et adaptée aux besoins du marché. Pourquoi j'insiste sur l'adaptation aux besoins du marché ? Il faut aujourd'hui, vous et moi, nous avons tous fait les bancs. Et il est arrivé un moment où, en ce moment, on parlait beaucoup plus de biologie. Et non, aujourd'hui, on parle de SVT. Au moment où on parlait de biologie, on nous avait parlé de certaines expériences que nous n'avons jamais eu l'occasion de faire. Il y a des expériences, on parlait des bleus de Morbotimol, ainsi de suite, et tout ça. À l'heure où je parle aujourd'hui, tout de suite, là, est-ce que je suis capable de savoir, de pouvoir identifier tout ça? Non, c'est pour faire comprendre que, oui, quand on parlait aussi des drosophiles aux yeux rouges et qu'on sort, mais c'est vrai que nous étions là à bûcher, à tâtons. On nous faisait comprendre les choses de façon purement théorique. Ailleurs, dans les écoles qui sont mieux développées,
vous allez remarquer que le petit enfant, non seulement on lui explique, on lui fait des cours théoriques, mais on l'amène à faire lui-même ses expériences et à déduire ses conclusions. Donc, quand c'est fait et qu'il y a la pratique dedans, c'est pas, l'enfant arrive à mieux assimiler et à mieux garder. Et parfois, on le crée, pas seulement parfois, à travers cela, on l'amène à créer, à innover. Et malheureusement, si vous n'avez pas un laboratoire approprié pour le faire, qu'est-ce que vous voulez inventer? Qu'est-ce que vous voulez innover? Vous ne pouvez rien faire. Et vous voyez l'enfant, on le bourre d'informations théoriques, purement théoriques. Il évolue avec toutes les théories, les théorèmes dans la tête, mais au finish, dites-lui de les appliquer sur le terrain, il a des difficultés à les appliquer. Je pense que c'est déjà à ce niveau qu'il faut commencer par faire le travail, et ceci demande effectivement qu'il y ait une amélioration, une promotion des infrastructures éducatives. Parce que tant qu'il n'y aura pas les laboratoires appropriés pour le faire, les enfants vont apprendre, ils vont apprendre encore, ils vont bûcher, ils vont garder en mémoire, mais dans la pratique, ils ne pourront rien donner. Autre chose, nous avons également la qualité des formateurs. C'est cet aspect-là qui n'est pas à négliger. Parce que celui qui doit former les enfants, parce que la formation des enfants, c'est sensible. Celui qui n'est pas formé, à un moment donné, lui-même ne subit pas des formations continues et qui ne travaille pas sur sa carrière, il y a un problème. Parce que à un moment donné, vous allez prendre le cahier de 2011 et vous allez prendre le cahier de 2024 et vous allez remarquer que, mot pour mot, on apprend les mêmes choses à l'enfant, alors qu'entre-temps, les choses ont évolué. Le monde évolue, la technologie évolue, la science évolue, mais vous allez prendre le cahier de 2001 et le cahier de 2024, l'enfant qui a eu fait le CE1 ou le CE2, vous viendrez voir les mêmes choses. Donc, il faut véritablement travailler sur la formation des formateurs pour que ces formateurs soient à même de donner des formations adaptées aux besoins du marché et aux réalités actuelles. Donc, qu'on nous soit là à faire des choses qui datent de Mathusalem, ce n'est pas bien. Troisième aspect maintenant, c'est l'adéquation entre la formation et les besoins du marché. De plus en plus, nous avons vu le gouvernement du Bénin qui commence par envoyer vers la technique, la technologie et autres. C'est bon, tout ça c'est bien, mais il faut aussi doter les moyens. Il faut aussi doter ces centres de moyens. Une chose est d'envoyer les enfants vers la technologie, vers les techniques, vers les sciences techniques et consorts. C'est bien, mais quand les moyens ne suivent pas, ils vont faire la même chose que leurs aînés, c'est-à-dire apprendre à tâtons, bûcher les théories, bûcher les théorèmes, mais sur le terrain, rien. Oui, mais tel que vous parlez, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à tirer du système éducatif béninois, alors que c'est ça qui nous a formés, et ça qui nous a fait être quartier latin d'Afrique, c'est ça qui nous a fait être laboratoire de la démocratie, c'est ça qui nous a fait être... Oui, on s'est parlé. Nous étions en 90, et à cette époque, c'était sans doute ce qui marchait le mieux sur le marché international et régional. Vous savez, on nous sollicitait beaucoup pour aller rédiger les constitutions des pays voisins. Même actuellement. On nous sollicitait beaucoup pour aller donner des cours de démocratie dans beaucoup de pays. À l'époque, c'était peut-être ça, le niveau de la science au top. Mais après, le monde a évolué. Vous avez sans doute remarqué qu'aujourd'hui, on parle de nouveaux métiers avec les questions de numérique. Moi, je pense que jusqu'au sommet de l'État, on s'en est déjà rendu compte qu'il faut renverser la tendance. Et de plus en plus dans les discours, on le remarque, il faut proposer des contenus plus pratiques, qui développent des corps de métier pour nos enfants plus tard. Mais après, nous savons aussi que nous n'avons pas les moyens véritablement de renverser cette tendance de façon à positionner aujourd'hui notre système dans les réalités, dans les normes, n'est-ce pas, de ce que nous voulons, de ce que nous souhaitons pour nos enfants. Et même déjà dans ça, il y a une forme d'injustice qui se crée. On parle d'éducation comme un droit universel pour tous les enfants. Et pour des parents qui ont les moyens et qui savent qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ce qui est enseigné à nos enfants dans nos lycées, dans nos collèges, n'est-ce pas, n'est pas en adéquation de ce que le monde recherche aujourd'hui, ont la capacité de mettre les enfants dans des écoles où les infrastructures sont au top,
les contenus tiennent compte véritablement des réalités d'aujourd'hui, mais avec beaucoup d'argent. Tanguy, il vous suffit d'aller inscrire votre enfant dans un lycée, dans un collège nouvellement créé à Fridjosset, et vous verrez que ça n'est pas les mêmes réalités. Donc, on est déjà informé, on sait véritablement que c'est pas le même niveau d'enseignement, n'est-ce pas, partout. Et la seule différence, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Soit vous envoyez votre enfant à l'extérieur pour que votre enfant soit dans de meilleures conditions de formation, ou vous essayez de voir au plan national les écoles qui ont atteint vraiment ce niveau de formation aux enfants. Et le grand nombre, nous savons où est-ce qu'on les trouve, justement, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas véritablement les moyens. On finit de faire histoire GEO-SVT et consorts, on se retrouve à l'université dans les mêmes notions de discipline théorique, et on finit et on veut de l'emploi. Comment ? Et en même temps, on voudrait que vous soyez designer, on voudrait à la fin recruter des gens pour l'intelligence artificielle, on voudrait tellement de choses pour les métiers que nous avons aujourd'hui, dont les compétences ne sont pas forcément disponibles, ou on n'a pas formé les enfants dans ce genre de compétences. Donc moi j'estime qu'on est convaincu qu'il faut renverser la tendance, mais on n'a pas suffisamment les moyens. On va encore souffrir quelques années pour faire de nos enfants ce que nous savons faire le plus. Après le collège, l'université, vous voyez encore cette année avec le bac, l'effectif que nous avons à Beaumais-Calavis, ce que ça va donner plus tard, anglais, philosophie, sociologie, tout ce qu'on peut imaginer comme filière, et espérer peut-être que d'ici quelques années, la tendance qu'on est en train de renverser déjà aujourd'hui puisse se généraliser de façon progressive, n'est-ce pas? Et qu'enfin, qu'on puisse se dire qu'avec les écoles techniques qui sont en train d'être créées un peu partout selon les promesses du gouvernement, qu'on puisse avoir une génération de jeunes qui seront formés et adaptés au métier de l'heure. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai toujours dit ici, aujourd'hui, quand vous visitez les collèges, les universités dans des pays qui sont véritablement développés, vous voyez des enfants où on facilite leur intelligence à la création, à l'invention, déjà dans leur université. Et parfois, les exercices qu'on leur donne, n'est-ce pas, généralement, c'est ce qui crée. Et ils deviennent de grands start-up, ils construisent de grandes entreprises de start-up pour des produits que nous consommons ici sur le continent. Je pense qu'on peut aussi le faire. On n'a pas créé l'intelligence seulement que pour les autres, mais aussi pour les Africains. Nous en sommes capables. Il faut que les États puissent prendre la situation vraiment à bras le corps et mettre les moyens qu'il faut véritablement pour que justement nous puissions offrir à nos enfants un enseignement de qualité, mais qui soit en adéquation avec les réalités d'aujourd'hui. Et ça va de même pour les enseignants qui vont aussi, apprendre à nos enfants ce genre de réalité. Le Riche l'a évoqué, nous avons des enseignants qui, avouons-le, essayent encore de mettre le paquet pour que nous ayons des têtes remplies des notions qui nous permettent aujourd'hui d'être ce que nous sommes, en tout cas pour la plupart. On les félicite pour ce travail. Eux-mêmes, ils sont le produit d'un système qui les a conçus comme ça, dont ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont appris de cette façon à nos enfants et essayer aussi à leur niveau que la tendance soit renversée de sorte que nous soyons dans les top 10, non pas en arrière, mais en avant. Alors, il faut dire que l'école béninoise et de façon générale, les écoles au niveau des pays francophones souffrent de mots pratiquement identiques, manque de personnel ou insuffisance de personnel qualifié, manque chronique d'infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, c'est même les infrastructures les plus basiques, c'est-à-dire une salle de classe, un tableau et puis de la craie. Ça manque dans des localités données. C'est aussi, je dois dire, ces éléments, notamment pour une formation de qualité, les laboratoires et autres, etc. Et c'est enfin le contenu aussi qui, ma foi, reste objet de tiraillement depuis 1990, je crois, quand on a commencé à faire de nouvelles options. Tout cela mis ensemble fait un cocktail qui n'est pas forcément digeste. Mais en plus de ça, il faut que déjà les pays en Afrique francophone n'aient pas les moyens de pouvoir faire face justement à la grosse charge qu'exige, je dois dire, ou qu'engage la réponse à apporter à cet état du système éducatif au Bénin. Alors,
On est dans des pays où aussi tout est urgent à la fois, tout est vraiment prioritaire à la fois. L'État n'a pas les moyens, les difficultés sont là. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on fait? C'est bien beau de dire, bon, désormais nos enfants doivent commencer à brancher les batteries dès lors qu'ils naissent et qu'ils ont le premier mois sur Terre. C'est bien beau de dire, oui, construisons comment est-ce qu'on appelle les laboratoires, oui, recrutons les enseignants de qualité. C'est bien beau tout ça et c'est théorique. Comment est-ce qu'on passe à l'acte dans ces conditions-là, quand on sait que tout est prioritaire, il n'y a pas de l'argent et que c'est vraiment urgent, riche? Vous savez, il n'y a pas de compromission à faire quand il s'agit de l'éducation d'une nation. Parce que une nation qui a son enfance, ou du moins ses enfants mal formés, n'a aucune possibilité d'évoluer, de prospérer. Aucune. Donc il n'y a pas de compromission à faire quand il s'agit de la formation. Et quand je dis ceci, j'ajoute que déjà, on doit commencer par mettre les moyens qu'il faut. Où est-ce qu'on trouve le moyen? Parce que l'État n'en a justement pas. Il y a toujours des priorités. Et quand on parle de priorités, on doit tracer une ligne. Quand on dit l'État n'en a pas, vous savez, nous avons eu notre indépendance depuis combien d'années? Observez un peu. S'il y avait une ligne bien définie en termes d'éducation et que les systèmes ne venaient pas remettre en cause de temps en temps ce qui a été fait et on revenait sur ce qui n'a pas été fait et qu'on ne se retrouvait pas dans un éternel recommencement ou plutôt une spirale sans fin, on aurait quand même tracé une ligne bien distincte, bien précise. Vous voyez, le système, je prends le cas du système chinois qui s'est construit en 30 ans. Vous voyez un peu, 30 ans, ça fait 3 décennies au moins. Donc, ils se sont construits en 3 décennies. Ils ont travaillé dessus. Le plan a été bien établi. Une ligne a été définie. Et la ligne, peu importe le président ou le chef de l'État qui vient, il suit cette ligne et il en fait sa priorité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de priorités, mais quand cette ligne est définie et qu'on la suit, peu importe celui qui vient au pouvoir, on sait là où on va dans 30 ans ou dans 50 ans. Ce que je dis, ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on va tout mettre, régler tous les problèmes de l'éducation. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a un problème de moyens. Mais si déjà tout de suite, on commence par définir clairement la ligne à suivre pour atteindre peut-être 2060, on doit savoir qu'il y a un travail qui est à faire aujourd'hui, un travail à faire en 2024, un travail à faire en 2030, un travail à faire en 2050 avant d'atteindre le résultat escompté en 2060. Mais si chaque régime qui vient doit remettre en cause le travail qui a été fait ou en fonction des partenaires aussi, parce qu'il faut reconnaître que nous sommes constamment dans la politique de la main tendue. Il y a toujours des partenaires au développement qui viennent et chacun vient parfois avec son inspiration et avec ses obligations, avec ses priorités. Et quand le partenaire estime que oui, il faut aller avec un système par approche par compétence, l'autre dit qu'il faut aller de telle manière et chaque fois il faut revenir sur le système qu'on est en train d'expérimenter et qu'on n'a même pas encore maîtrisé et chaque fois on doit changer. Vous devez rester là à savoir que chaque fois, on va changer. Celui qui doit former va se refaire former dans un système qui n'a pas eu le temps de vraiment maîtriser et aller former maintenant les enfants avec ça. Tant que nous serons dans cette ritournelle, nous n'aurons pas gain de cause. Donc, il faut, à mon humble avis, définir une ligne bien précise sur plusieurs années. On sait que ça ne donnera pas le résultat en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans. Non, il faut définir la ligne sur une longue durée, travailler rigoureusement. Parce que quand je dis travailler rigoureusement, c'est que la ligne peut être définie et on peut l'ignorer. On peut essayer de la distordre comme on veut pour atteindre le résultat. On ne pourra pas. Il n'y a pas de génération spontanée. On travaille sur les générations. Si dans 30 ans, nous voulons avoir des enfants qui sont des smarts réellement en informatique, qui sont des smarts réellement en technologie, qui sont des smarts réellement en microbiologie et consorts, c'est maintenant que nous devons commencer le travail. Ces enfants qui sont à la maternelle, c'est sur eux que nous devons faire ce travail-là. Parce que si on ne le fait pas maintenant et qu'on continue à tourner en rond, à changer le système, à bricoler le système, en se disant, nous voulons vite quelque chose, dans 20 ans, dans 30 ans, nous allons nous retrouver ici à nous poser encore les mêmes questions. Même question à Eric. Beaucoup de priorités à la fois, peu de moyens et les partenaires, merci de me le rappeler, les partenaires techniques et financiers comme on les appelle, qui viennent avec chacun son idée dans sa valise parce qu'il a les sous oui. Et qu'il veut mettre dans l'éducation, il vient avec ses priorités à lui.
les priorités vont jamais manquer. Nous parlons d'État. Donc, vous avez des questions d'énergie, des questions de santé. Voilà, des questions d'épanouissement de la jeunesse et bien d'autres questions. Donc, ça ne va jamais manquer. On va toujours se retrouver avec toute une série d'actions urgentes à mener pour la vie de nos concitoyens. Mais les questions d'éducation, c'est le seul secteur par lequel on passe pour former des gens pour l'avenir, n'est-ce pas, pour le développement du pays. Donc, c'est assez essentiel et vital à la fois. Je pense que ces genres de classements viennent nous rappeler qu'il nous a manqué de vision il y a des années en arrière. Et nous n'avons pas le droit de reprendre les mêmes erreurs plusieurs fois. Donc, le plus important, c'est qu'on se pose déjà des questions. On peut se poser des questions aujourd'hui, et c'est peut-être au bout d'une dizaine d'années, n'est-ce pas, qu'on finira par trouver la réponse, un peu comme les Égyptiens qui ont fini par dompter le palu sur plusieurs siècles. Mais en tout cas, l'histoire retiendra qu'ils en sont arrivés. C'est ça le plus important. Et donc, il faut vraiment tracer cette ligne-là qu'évoquait Ulrich tantôt pour savoir là où nous voulons aller pour notre génération en matière d'éducation les années à venir. Et commencer par s'y préparer dès maintenant. Ça ne sert à rien de se poser les mêmes questions aujourd'hui et de continuer par se poser les mêmes questions 20 ans après. On n'aura pas évolué. Là-dessus, nous aurons échoué, en tout cas notre génération, n'est-ce pas, pour les enfants qui viendront plus tard. Il est essentiel que nous jetons les bases de ce que nous voulons comme éducation, comme le genre de citoyen ou d'individu que nous voulons concevoir, que nous voulons créer pour le Bénin de demain. Ces pays ont réussi parce qu'ils ont commencé par se poser des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que la France deviendra dans 20 ans? On pose la question aujourd'hui, on se donne les moyens, n'est-ce pas, pour les atteindre. Nous pouvons aussi poser les mêmes questions et essayer, n'est-ce pas, au fil des années, voir le travail qu'il faut faire pour que notre système éducatif soit vraiment différent de ce que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas, quand vous avez l'âge que nous avons par exemple, et que vous retournez au collège, vous voyez les mêmes bâtiments, les mêmes couleurs, vous identifiez clairement votre table de foot. Vous vous demandez, mais le monde n'a pas changé ici un peu pour autant. Et c'est dans les mêmes conditions, n'est-ce pas, que vous-même vous avez connu, n'est-ce pas, qu'on enseigne encore vos enfants. Ça en dit long vraiment sur ce système. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, un travail d'investissement surtout, absolument, pour lequel il faut commencer par mouiller le maillot dès aujourd'hui pour que les résultats soient au rendez-vous d'ici quelques années. On le dit pas parce qu'on a perdu complètement espoir, mais on le dit parce que nous sommes capables aussi de faire des choses. Depuis quelques années, nous voyons, quand on y met de sérieux un peu, le résultat qu'on peut avoir dans quelques domaines. Donc ça veut dire que on peut aussi, n'est-ce pas, au plan éducatif, remuer les choses pour que d'ici quelques années, on puisse aussi avoir un système qui répond véritablement aux normes. Déjà que nous voyons que dans le pays, nous avons des lycées, nous avons des collèges qui sont très modernes, ultra modernes, je dirais, avec des infrastructures. Donc, l'idée est là. Il faut trouver vraiment les moyens pour le faire. Je pense que de ce qui est des partenaires, oui, nous restons un État souverain et nous pouvons faire comprendre à nos partenaires tel que notre système se trouve aujourd'hui, ça ne nous honore pas, ça ne nous permet pas de fabriquer des citoyens. Celui qui a faim, est-ce qu'il a une volonté? Oui, nous avons des besoins pressants. C'est quoi ce genre de partenariat alors après qui nous limite dans notre envie de grandir et d'évoluer? Ça n'en est pas un. Un partenariat, ça permet de bouger les lignes. C'est vrai que dans ce genre de milieu, on sait, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'exigences, mais on saura manager pour que le résultat soit là. Après, à nous de voir en tant que pays, soit nous cédons la souveraineté en matière d'éducation aux mains des partenaires, et nous sommes ce que nous sommes, et nous arrêtons, n'est-ce pas, d'envisager le meilleur pour nos enfants. Et enfin, on aura péché à ce niveau. Donc, je pense qu'il faut tout allier. Et un point important que Ulrich a évoqué, c'est la volatilité de nos politiques. Bon, c'est à croire que parce qu'il y a un changement de régime, il faut un changement de système. Il faut tout changer. Dans pratiquement tous les secteurs. C'est aberrant. Voilà, en tout cas, il faut concevoir un système unique pour que, à l'unanimité, on se rende compte que nous sommes en train de suivre une ligne directrice. Que j'aime celui qui est là ou que je ne l'aime pas, en tout cas, ce qui est là et qu'on est en train de suivre, c'est pour le bénéfice de tous les Béninois.
Et je pense que là-dessus, on n'est pas suffisamment honnête. C'est à croire que pour être le bon président, en tout cas aux yeux des concitoyens, il faut effacer complètement ce que l'autre a fait. Il faut casser complètement ce que l'autre a fait. On recommence à zéro et on est là chaque année ou chaque 5 ans, voilà, chaque 5 ans à se mordre la queue du serpent et puis on n'évolue pas. Merci beaucoup. Il y a un aspect très important qu'il faut rapidement ajouter. Au-delà de l'amélioration des curricula de formation, il faut également développer l'aspect, la combinaison secteur privé, formation. Pourquoi? C'est de créer des programmes alternatifs de formation qui allient théorie et pratique dans les entreprises. Ailleurs, cela se fait à travers des stages, des mentorats aussi. Oui, il y a des stages qu'on organise, on amène des stagiaires à Canal. À part les stages, il y a les mentorats. Les mentorats, ça permet en réalité aux formations, aux structures d'accompagner les jeunes apprenants. Pourquoi Eric se marre? Non. Ils doivent accompagner la formation des jeunes apprenants. Comme ça, le jeune apprenant sait à peu près déjà quels sont les besoins du marché. Au-delà de ça, il est accompagné par des structures qui sont déjà dans la pratique de sa formation. Et c'est ce qui manque encore aujourd'hui chez nous, au Bénin, précisément. Ailleurs, cela se fait. J'ai visité par exemple l'université de l'École il y a de cela plus de 15 ans. Mais déjà en ce moment, moi, j'étais fasciné, sinon émerveillé. Parce que je me suis dit, parce que je l'ai comparé, j'ai osé faire une petite comparaison avec, en ce moment, on parlait de l'Université nationale du Bénin, c'était pas encore l'Université d'Abomey-Calavi. Et quand j'ai fait une petite comparaison, j'ai eu pitié pour mon pays. Je me suis dit, voilà le Ghana qui, déjà, plus de 15 ans après, qui plus de 15 ans avant, était à cette étape-là. Nous ne serons pas alors surpris de constater que le Ghana occupe la 2e place aujourd'hui en termes de régime éducatif. Merci beaucoup à vous pour cette contribution. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée.